voir le camarade président qui répondra aux questions des journalistes de la presse internationale. Mais pour des raisons de commodité pratique, nous sommes tenus de rester dans le créneau de 60 minutes environ. Donc je vais vous demander d'être à la fois synthétique et précis dans vos questions. Je prévois à peu près 3 volets: la politique intérieure, les relations avec les pays africains et un dernier volet, la politique internationale, comme on l'appelle dans notre jargon de journaliste. Bon, donc on ouvre le volet de la politique intérieure pour ceux qui ont des questions à poser. Camarade président, j'ai simplement une question à poser. Je vais d'abord me présenter. Je suis Mokhtar Diop, le rédacteur en chef du Politicien de Dakar. Et je constate que vient de naître au Burkina Faso l'intrus. Et je pense que cela est une bonne chose, en tout cas que nous approuvons. Mais je voudrais savoir si c'est une ouverture concernant la liberté de presse au Burkina. C'est la seule question que je voudrais vous poser. Bien, je vous remercie. Moi aussi, je sais plus ou moins qu'il existe un journal comme ça qui s'appelle Intrus au Burkina Faso. Il m'est arrivé de le lire en passant. Je ne crois pas que cela soit le symbole d'une ouverture de la liberté de la presse au Burkina Faso. Parce que cette liberté de la presse a toujours existé ici. Vous connaissez le caractère frondeur des Burkinabés. Vous connaissez leur engouement à écrire, à être souvent pamphlétaires. Et vous savez combien il est difficile, dans un pays comme celui-là, d'interdire la liberté de presse. Certes, on a entendu dire ça et là que il n'y a pas de liberté de presse au Burkina Faso, parce que dès lors que l'on parle de révolution, dès lors que l'on parle de régime révolutionnaire, l'on voit aussi une certaine rigueur, une certaine austérité et un carcan qui s'impose aux uns aux autres. Il est vrai, il est indéniable que des hommes qui hier avaient le monopole de la parole, de la plume, de l'écriture, aujourd'hui se sentent quelque peu limités. Non pas par le pouvoir officiel en place, mais simplement par un peuple qui est de plus en plus conscient, de plus en plus responsable, qui peut discuter, qui ose discuter avec les auteurs des écrits. La censure ne se fait plus seulement entre journalistes et gouvernement, mais la censure se fait aussi entre journalistes et lecteurs grand public. Vous savez très bien, en tant que journaliste, que le censeur le plus craint des journalistes, ce n'est pas le pouvoir, parce qu'il est toujours favorable pour un journaliste de montrer en quoi est-ce qu'il a été brimé par un pouvoir en place. C'est toujours une auréole pour lui, une gloire même, le phénomène, l'esprit de martyr. Mais le censeur le plus dangereux pour un journaliste, c'est le public. Lorsque le public boude un journaliste, il ne sait à qui s'en remettre. Il faut qu'il se reconvertisse. Alors, ce n'est donc pas la liberté de presse qui est ouverte parce qu'elle existait toujours. Je pense que notre pays, notre presse, était quelque peu guindée aussi. Et c'est certainement une bonne chose que ce journal soit né et qu'il nous fasse rire, même si de temps en temps, il nous égratigne avec quelque peu d'irrespect. Gisèle Adissoda, journaliste au quotidien Oussou Bénin. Vous venez tout de suite de parler de la liberté de presse. Je sais que vous êtes pour la liberté de presse. Mais une autre chose est de critiquer et une autre est d'être couvert. Alors dans ce domaine, je voudrais vous demander quelles sont les dispositions qui sont prises pour couvrir les journalistes qui critiquent, surtout dans les pays révolutionnaires. Merci. Lorsqu'un journaliste critique chez nous, la meilleure couverture pour lui, c'est une fois de plus le peuple. Il y a des journalistes, il y a des journaux contre lesquels on ne peut plus rien.
Parce que journalistes et journaux sont devenus un peu comme une institution. Non pas que l'on n'a rien à dire, non pas que l'on est content de ce qui est dit et écrit, mais le phénomène s'est imposé par une alliance indiscutable et protectrice entre le journal, le journaliste d'un côté et les lecteurs, le grand public de l'autre. Je crois que la meilleure couverture pour un journaliste, c'est toutes ces chaînes de lecteurs inconnus, ce grand public qui le protège. Aucun texte ne protégera suffisamment un journaliste. Aucune disposition légale ne le protégera suffisamment. Parce que la loi, on peut toujours la tourner, la retourner un peu comme l'on veut. Mais essayez un peu d'aller dans certains pays franchement qualifiés de pays où sont installées certaines dictatures sur d'autres continents. Eh bien, je crois que les régimes eux-mêmes se méfient tellement des journalistes, en ont si peur que, parce que ces journalistes sont connus, lus à travers le monde entier, qu'ils sont obligés de les traiter avec beaucoup d'égards. Je m'empresse de dire, si certains d'entre vous ont été pris en charge, que nous n'avons pas voulu vous gagner par la séduction, mais enfin, c'est bien souvent les lecteurs qui sont la meilleure garantie du journaliste. Ce n'est pas le pouvoir, parce que le pouvoir aimerait, comme chacun de nous au monde, même les journalistes, le pouvoir aimerait que l'on dise toujours du bien de lui. Aucun journaliste, dans aucun journal, n'a jamais accepté la critique d'un lecteur qui envoie une lettre pour dénoncer un article. Donc même le journaliste aimerait qu'on parle toujours bien de lui. La preuve. Alors, maintenant, il faut avoir cette alliance sûre avec son public. Rachid Bourjan du quotidien Moudjahid d'Algérie. Question courte, Monsieur le Président. Est-ce que vous envisagez pour bientôt ou à long terme la mise en place de nouvelles structures politiques dans notre pays? Je ne saurais vous répondre de façon précise. Je puis vous dire simplement que l'évolution normale des structures de direction de la révolution Burkina Faso peut laisser entrevoir des modifications, des changements, des enrichissements ou des perfectionnements. Mais voir des structures nouvelles, la création des structures nouvelles dépend essentiellement de la maturité politique. Le choix ne se fait pas un peu comme on irait à un supermarché. Et ce n'est pas une question de calendrier non plus. C'est une question de maturité des masses populaires auxquelles l'on s'adresse. Dans certains pays, le parti, si c'est au parti que vous avez pensé, le parti a été décrété. Mais quelle vie a-t-il ce parti? Que représente-t-il? Soit une nomenclature, soit peut-être cette chose informelle, diffuse, intangible, inconnue, coupée des masses, mais enfin qui sert à faire bien pour pouvoir déléguer des dignitaires à des manifestations, pouvoir les envoyer à des invitations à l'étranger, etc. Donner l'impression que l'on est un État moderne, organisé, avec des règles bien connues. Nous disons que le peuple burkinabé est ce qu'il est. Aujourd'hui, il a un niveau donné. Demain, il aura un autre niveau. À quoi correspondra ce niveau-là comme structure à créer? Nous pouvons le dire de façon prophétique dès à présent. Mais si notre évolution laisse entrevoir des changements et des améliorations de nos structures, c'est tant mieux. Cela voudrait dire aussi que nous ne sommes pas installés dans la médiocrité. Monsieur le Président, vous avez fêté 3 années de pouvoir. Quels sont selon vous les points positifs et les points négatifs de l'action que vous avez menée depuis 3 ans? C'est la question à laquelle j'ai le plus de difficultés à répondre, parce que les points positifs, peut-être qu'il y en a. Je n'ai même pas la certitude que nous avons fait quelque chose de positif, mais je puis vous dire qu'en tant que chef d'État, voilà 365 jours,
que j'ai passé à me demander pourquoi nous n'avons pas pu réaliser ceci et cela. Voilà 365 nuits que j'ai passé le temps à me demander s'il n'y a pas une situation quand même se faire un peu plus confortable. Tant il y a à réaliser au Burkina Faso. Il suffit simplement de sortir de son bureau, de rencontrer un homme du peuple pour s'apercevoir que ce que l'on a vanté hier comme succès n'est rien par rapport au problème que l'on a en face de soi. Des gens continuent, des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, continuent de n'être pas logés, continuent de n'être pas nourris au Burkina Faso. Beaucoup d'enfants continuent de ne pas aller à l'école. Sur le plan économique, nous continuons d'être terriblement dépendants et nous continuons d'avoir des factures extrêmement lourdes. Nous avons de l'électricité qui coûte cher, nous avons des programmes à réaliser qui n'ont pas encore démarré, nous avons des négociations qui n'ont pas encore totalement abouti. Bref, nous nous demandons si la tâche est finie, si elle connaît une définition finie, cette tâche-là. Finalement, nous avons l'impression qu'au bout de chaque victoire, au bout de chaque succès, se trouve un éternel recommencement, se trouve une nouvelle question, un nouveau problème. L'année dernière, je disais que nous nous étions encore plus trompés et que nous avions commis certainement plus d'erreurs au cours de la deuxième année qu'au cours de la première année. Je vais devoir vous révéler que nous nous sommes encore plus trompés la troisième année. Mais, disais-je, nous commettons plus d'erreurs et nous remportons un peu plus de victoires. La croissance exponentielle de nos erreurs peut peut-être laisser entrevoir, peut peut-être nous décourager quant à nos victoires qui, elles, croissent de façon arithmétique. Mais elles croissent quand même. Mr. President, I'm from Ghana. I notice there is no English translation, but I can trust that you will be my interpreter because I know you speak English very well. My question is, in which areas will you say your revolution is succeeding most? Is it the political or economic? Yeah. Je remercie le camarade ghanéen qui m'a fait la confiance de me demander d'interpréter, de traduire ce qu'il a dit. Mais c'est trop d'honneur pour moi. Il est vrai que le gouvernement du Burkina Faso s'est vu imposer des cours d'anglais. Et chaque semaine, tous les ministres sont obligés de suivre des cours d'anglais, ceci pour ne pas convertir avec des erreurs le dollar. C'est toujours utile sur un plan pratique. Mais enfin, nous avons des réalisations, de nombreuses réalisations sur le plan social. Ces nombreuses réalisations sont certainement des victoires qui sont visibles, des victoires dont on parle beaucoup également, et qui servent de point d'appui de notre démonstration lorsque nous voulons dire ce dont est capable la révolution. Mais en réalité, ces victoires-là, matérielles, ces victoires dans le domaine social, n'ont été possibles que par des victoires politiques. Victoires politiques qui signifient conscientisation, organisation des masses populaires, pour qu'elles aient confiance en elles-mêmes. C'est pourquoi, à tort, bien souvent, l'on oublie ces victoires politiques. Beaucoup de personnes nous écrivent de différents pays pour nous dire leur satisfaction, leur admiration même devant certaines réalisations ici au Burkina Faso. Beaucoup d'élèves, beaucoup de jeunes gens viennent étudier chez nous au Burkina Faso parce que les frais de scolarité, les conditions de scolarité sont certainement plus avantageuses qu'ailleurs. Mais il est curieux de constater que ces personnes-là, en même temps, disent oui, votre pays est bien, sur le plan de l'éducation vous avez remporté des victoires, sur le plan de la santé vous avez remporté des victoires, c'est très bien.
Mais ce qui n'est pas bien, c'est la révolution, c'est le CDS, c'est ceci, c'est cela. Ces victoires n'ont été possibles que parce qu'il y avait un cadre, une organisation, des structures et des moyens politiques pour les promouvoir. C'est pourquoi aussi nous disons, en tout cas nous le pensons, tout ce que nous avons réalisé et qui peut être imité par d'autres pays non révolutionnaires relève simplement du domaine de la détermination, de la confiance en soi, peut-être même de la témérité. Mais il existe d'autres victoires que nous remportons qui ne peuvent être imitées que lorsque l'on est révolutionnaire et que l'on a posé chez soi les conditions d'une véritable révolution. Faute de quoi, si l'on tente cette imitation, eh bien, on tombe dans un gouffre. Alors, les victoires sociales, dans le domaine social, nous sommes très satisfaits de ce que nous avons fait. Bien sûr, il reste beaucoup à faire et il ne faut certainement pas dormir sur ce laurier, mais cela n'a été possible que parce que politiquement, les conditions ont été créées pour cela. Adrien Bélier, de l'Agence panafricaine d'information. Camarade président, une fois de plus, le conflit, ou plutôt les relations entre le Burkina et le Mali, sont revenus à l'ordre du jour de votre important message de ce matin à la nation et surtout au peuple burkinabé. Je voudrais savoir, ce message bien sûr a été reçu par ses camarades et même au-delà des frontières. Ma question, camarade président, est celle de savoir si ces relations se portent bien avec, bien sûr, votre voisin le Mali, et surtout, si ça n'a pas d'handicap au point de vue politique, économique et, disons même, relations avec les autres voisins. Une autre question, je voudrais la poser une fois pour toutes, car un président, le Burkina, a pris vis-à-vis de la situation en Afrique du Sud une position catégorique et surtout un symbole. Votre geste a été un grand symbole pour l'Afrique. C'est ce qui prouve à suffisance que votre engagement est direct. Toutefois, dans ce conflit, il y a quelque chose qui n'est pas tellement sûr, c'est que l'Afrique se retrouve pratiquement en deux camps. Celle qui accepte les sanctions directes et une autre partie qui ne l'accepte pas. Est-ce que on peut conclure devant un tel paradoxe, ou plutôt on peut baisser les bras et conclure au pessimisme? Bien, avec le Mali, nous avons des relations qui ont connu certaines difficultés. Aujourd'hui, pour nous, Burkinabés, l'heure n'est pas à la comptabilité, à l'énumération des griefs que nous pouvons avoir contre les Maliens pour n'avoir pas fait ceci, pour n'avoir pas fait cela. L'heure n'est pas non plus à la comptabilité de ce que nous avons fait et qui de positif et qui, en retour, n'a pas été récompensé du côté malien. Je pense que il importe pour nous, Burkinabés, en tout cas, d'analyser qu'est-ce que nous gagnons à faire la guerre ou à ne pas la faire. Si la guerre est utile pour notre peuple, nous la ferons. Si elle n'est pas utile, nous ne la faisons pas. Et nous nous apercevons qu'elle n'est pas utile pour nous. Au contraire, elle est un frein. Elle est un frein à tout un programme de développement. Lorsque nous avons des dispensaires à construire, nous en avons construit 7500 postes de santé primaire. Nous devons les élever au niveau de centres secondaires. Lorsque nous avons un programme social de ce genre-là, qui demande que tous nos travailleurs, tous les bras soient mobilisés, que les civils, les militaires, que nos ressources soient mobilisées pour construire des écoles, pour refaire des routes, pour construire des barrages. Lorsque nous décidons d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, de ne plus importer tel ou tel produit, lorsque nous décidons, lorsque nous annonçons des objectifs agricoles, 2 millions de tonnes de céréales, lorsque nous décidons que sur le plan sportif, il faut que dans 2 ans, le Burkina Faso ait tel niveau. Bref, lorsque nous engageons tant et tant de paris, cela veut dire que nous hypothéquons jusqu'à notre sommeil. Nous n'avons plus le repos, nous n'avons plus le temps à autre chose. C'est tout un programme si absorbant que nous ne pouvons accepter d'être divertis un seul instant. Par conséquent, vous comprendrez que la guerre pour nous
elle représente quelque chose de particulièrement dangereux, même assez fatal. Nous sommes un régime ici au Burkina Faso, nous avons été, comme vous le savez, et il ne faut pas s'en cacher, nous avons été très peu acceptés dans la sous-région, dès l'avènement du Conseil national de la Révolution. La presse nationale, la presse internationale, pardon, a beaucoup dit sur cette révolution, et les langues hostiles ne sont pas prêtes encore de se taire. Cela veut dire que nous avons à convaincre de notre sérieux. Et nous ne pouvons convaincre que par les réalisations, la lucidité et la clairvoyance avec lesquelles nous conduisons notre peuple vers un bonheur chaque jour de plus en plus certain. Si nous devions rester au niveau des discours, pensez qu'à ce jour, nous ne serions certainement plus là. Donc, nous devons négocier avec qui que ce soit la paix nécessaire pour continuer de réaliser et pouvoir convaincre notre peuple et pouvoir nous imposer à tous, que ce soit ici et ailleurs. C'est pourquoi, avec le Mali, lorsque la question nous est posée de savoir qu'avez-vous à répondre à telle déclaration malienne, nous disons que nous n'avons rien à répondre, nous n'avons rien à dire. Au contraire, pour nous, il s'agit davantage de multiplier des gestes qui rassureraient les Maliens, qui montreraient au peuple malien que le peuple burkinabé est soucieux de vivre en paix avec lui, de partager avec lui. En tout cas, ce serait pour nous une honte et un motif valable de suicide que de savoir que les Maliens ont un malheur et que nous, Burkinabés, nous n'avons pas été capables d'aller à leur secours au nom d'une dissension quelconque, et que les Maliens ont dû aller chercher des secours loin, très loin. Et c'est pourquoi j'ai pu vous dire que je vais multiplier des missions auprès du président du Mali, des missions de tout genre. Je vais proposer au président du Mali que les organisations diverses se rencontrent, tantôt au Mali, tantôt au Burkina, que sur le plan professionnel, les secteurs d'activité également se rencontrent le plus souvent. Je vais lui proposer que même nos militaires se rencontrent et qu'ils se rencontrent sans les armes. Je vais le lui proposer et je pense, j'espère que le président Moussa Traoré du Mali acceptera cela, parce que ce sera un moyen de trouver un terrain de compréhension, car les problèmes en ce monde sont essentiellement des problèmes de communication. On communique souvent très mal et par conséquent, l'on est victime des incompréhensions qui ont pu naître. Voilà ce que nous allons proposer aux Maliens. S'agissant de l'Afrique du Sud, vous constatez l'existence de deux camps au niveau des Africains. Cela ne devrait pas nous étonner. Même lorsque le colonisateur pénétrait ici avec le canon en tête, il a trouvé des Africains pour collaborer avec lui contre d'autres Africains. Ces esclaves dont nous parlons tant, ces esclaves africains, certes ce sont les Blancs qui les ont achetés et amenés en Louisiane et ailleurs, mais ce sont des Africains qui ont capturé les Africains. Ce n'était pas le Blanc qui capturait les Africains. Cela veut dire simplement que les intérêts des hommes les amènent à être pour les